eh bien, les secousses et les bouleversements n'ont pas cessé de ravager l'Iran. Mais malgré les boycotts, malgré la guerre, le régime qu'il a mis en place tient toujours. Et Patrice Bara, vous avez voulu raconter un petit peu la vie quotidienne de l'Iran au temps des mollahs, c'est-à-dire au travers des bouleversements, au travers des manifestations, comment vivent les gens, ce qui s'y passe. Oui, parce que notre idée, en partant là-bas avec Christian Cassio et Youssef Sedik, c'était que les images qu'on a vues sur l'Iran depuis 7 ans se limitaient à la guerre ou à des démonstrations de fanatisme et qu'on n'avait pas vraiment vu comment vivaient les gens et comment la propagande du gouvernement, du régime islamique se faisait. Alors on a essayé de faire ça. Le problème, c'est qu'il a fallu arracher ces images. C'est pas facile puisque l'Iran fait partie de ces pays où pour travailler en tant que journaliste, on doit être escorté d'un interprète officiel. Qui ne nous a pas quittés. Parce que je crois que vous avez quand même réussi à tourner à l'intérieur de l'ambassade, l'ancienne ambassade des États-Unis, ce qui est la première fois. Ces images-là n'ont pas été volées, l'interprète officiel était là. C'est d'accord. On a arraché l'autorisation après une longue discussion sur les rapports entre l'islam et l'Occident. Mais les images qu'on a pu sortir et qui n'étaient pas empreintes du sceau officiel, c'est celles de la banlieue sud de Téhéran, là où vivent les déshérités, au nom de qui la révolution a été faite, et où demeurent quelques bidonvilles encore. Et l'autre élément important du film, dont on voit une partie dans le film, c'est une interview réalisée avec Mehdi Bazargan, qui est le dernier opposant légal, qui est l'ancien Premier ministre de Khomeini, qui a longtemps été proche du clergé, mais qui aujourd'hui fait figure d'opposant, et c'est le dernier opposant toléré par le régime islamique. Cette interview a été faite clandestinement. Est-ce que le reportage que vous ramenez, et que ramènent en général les journalistes qui reviennent d'Iran, est complètement net de toute arrière-pensée de retour en Iran? Parce qu'on sait bien que les journalistes qui ramènent des sujets qui déplaisent aux autorités iraniennes n'ont jamais de visa pour revenir. C'est une question importante. Et qui doit se poser aux journalistes de l'agence Gamma et qui doit aussi beaucoup se poser à Gamma Télévision. À chaque fois qu'on fait un reportage comme ça, on réussit à obtenir certaines choses à travers des gens qui peuvent devenir des amis. Si on fait un film qui ne plaît pas, ce sont ces amis-là qui sont accusés ensuite, pas seulement vous. Alors là, il nous paraissait illusoire d'espérer retourner en Iran. En même temps, bon, là, le souci, c'est aussi de comprendre un phénomène de l'intérieur, donc d'éviter les images clichés sur l'Iran. Alors on peut avoir l'impression à certains moments du film qu'on prend les paroles des gens pour argent comptant. Simplement, on les laisse parler, s'exprimer. Vous avez eu déjà l'opinion des autorités iraniennes sur le film? Vous ne leur avez pas montré, ils ne l'ont pas vu? Pas encore, on vient de terminer. Vous allez leur montrer? Non. Elles auront une cassette du film parce que de toute façon, elles enregistrent tout ce qui se fait sur l'Iran, tout ce qui se dit. Bien, merci. Donc, je vous propose de voir ce film sur l'Iran. Ville de la révolte et du martyr. C'est ainsi qu'en Iran, la révolution islamique a baptisé Qom, la ville où les mollahs viennent étudier la religion. Quand il arrive malheur à l'un d'eux, sa famille et ses fidèles se doivent d'exprimer une douleur comparable à celle ressentie par tous les chiites lorsqu'ils songent à l'assassinat d'Hossein. Fils d'Ali, descendant du prophète, troisième imam, Hossein a été tué au 7e siècle dans la bataille de Karbala. Mais pour les musulmans chiites, c'est une histoire au présent. Un jour, l'imam caché, le Messie, doit revenir sur terre pour y rétablir la justice. Cette croyance, le pouvoir incarné depuis 7 ans par l'ayatollah Khomeini, la ravive en chaque occasion, comme s'il était lui-même un prélude à l'ordre divin. Qom est ainsi devenue la véritable capitale politique du pays, et les 180 000 mollahs sont aujourd'hui le principal pilier du régime. Ce sont eux qui doivent bâtir une société qui trouverait toutes ses règles dans la religion. Parmi la trentaine d'écoles religieuses de Qom, l'école Feyziyeh est la plus célèbre. C'est d'ici, de ce balcon,
qu'en 1963, Ruhollah Khomeini lança son premier appel contre l'empire du Shah. Les étudiants passent le plus clair de leur temps à s'interroger sur les textes sacrés. Au bout de 5 années d'études, ils portent un turban blanc. Le noir est réservé aux descendants du prophète Mahomet. Tout au long de leur vie, les mollahs devenus Hojjatul Islam, Ayatollah ou même Marja, source d'imitation, devront suivre et donner des cours. Ancien procureur général de la Révolution, l'Ayatollah Sanihi est venu parler de justice islamique et de loi du talion. La politique a ouvertement franchi les portes de l'école. La révolution s'affiche sur des draps blancs. Par cette pétition, les étudiants mollahs soutiennent Mousavi Khonia, le nouveau procureur de la Révolution, qui veut confisquer les biens des grands possédants de l'époque du Shah. Mousavi Khonia, c'est lui qui, en novembre 1979, avec quelques étudiants, fut responsable de la prise des otages américains. En 1979, Mohamed Hossein Jafari, 30 ans, était encore étudiant en géologie à l'université de Téhéran. Poussé par sa famille, il est devenu religieux l'année suivante. Il se dit prêt à obéir à un chef religieux, quel que soit l'ordre donné, et ne voit aucune distinction à faire entre islam et politique. Nous considérons la vie dans ce monde comme une part limitée de la vie d'un homme. Ici-bas, c'est l'endroit où l'esprit humain évolue, où il doit se compléter pour entrer dans l'autre monde. C'est vous qui voulez séparer le clergé islamique de son rôle politique. Nous n'admettons aucune séparation. Il s'agit en fait des deux faces d'une seule unité, comme si on regardait la même unité de chaque côté. Un clergé qui accepterait l'injustice ne serait pas un vrai clergé. Jusqu'à maintenant, notre révolution, la réalité de la révolution iranienne n'a pas été présentée. On a donné une image fausse, une image horrible de cette révolution. Et cette image s'est faite avec les dollars de la CIA. Je suis désolé, mais je dois dire ça. Je dois le dire. Téhéran, adossé aux montagnes de l'Elbourz. La guerre avec l'Irak, qui dure depuis près de 6 ans, ne l'a frappé directement qu'au tout début, et en mars 85, quand la chasse irakienne a bombardé les faubourgs de la capitale. Mais les nouvelles du front parviennent tous les jours, et la guerre s'ajoute aux autres soucis des Téhéranais. En juin 81, un attentat contre le parti de la République islamique avait fait plus d'une centaine de victimes. Les autorités ont préféré le chiffre de 72, le même que celui des compagnons de Hossein, tués à Karbala, la ville sainte située en Irak. Au Parlement, les députés mollahs, en majorité, veillent à la conformité islamique des lois et des débats. Le député de la ville de Meshhad vient de lâcher le chiffre de 300 000 victimes iraniennes et provoque la colère des autres députés. Le président du Parlement, Hachemi Rafsanjani, tranche le débat. Les chiffres donnés par l'orateur, dit-il, quant au nombre de martyrs, blessés et invalides de guerre, ont été exagérés par rapport aux statistiques officielles. En général, on admet pourtant que la guerre a fait 500 000 victimes du côté iranien. Hachemi Rafsanjani apparaît comme l'homme fort du régime. Dans ce stade du complexe olympique de Téhéran, 17 000 gardiens de la Révolution l'acclament. Ils célèbrent l'anniversaire des engagés volontaires. 3 millions d'Iraniens auraient suivi un entraînement militaire.
200 000 volontaires civils sont présents en permanence sur le front, aux côtés des 240 000 soldats de l'armée régulière et des 160 000 gardiens de la Révolution, le fer de lance du nouveau pouvoir islamique. حضور روحانیت که این نقطه مثبت در کل میدان‌های نبرد وجود داره. روحانیان مخلصی که حاضرن و خودشون رو همراه فکر مسلم و رحمت پایگاه می‌کنن. La révolution islamique a ses fidèles, prêts à la suivre dans toutes ses démarches. Mais elle a aussi ses contestataires. Parmi les 44 millions d'Iraniens, certains n'acceptent pas même les règles dictées par les mollahs pour la vie de tous les jours et dont les comités islamiques surveillent partout l'application. La bourgeoisie occidentalisée du temps du Shah porte le tchador à contre-cœur. Les modes et les musiques venues de l'étranger sont synonymes de corruption des mœurs. Porter des jeans, c'est déjà marquer son désaccord avec l'islamisation. La promenade en montagne est un des loisirs permis aux habitants de Téhéran. Dans les parcs d'attractions comme ailleurs, la mixité n'est pas de mise. Hommes et femmes doivent se distraire tour à tour. Le jeudi et le vendredi, pendant les jours de repos, la promenade obligée des partisans de la Révolution a plutôt lieu au cimetière des Martyrs. À Behesht Zahra, l'eau rouge de la fontaine est là pour dire que jamais ne cessera de couler le sang des volontaires de la mort. Les martyrs font l'objet d'un culte, entretenu par différents moyens. Chaque martyr est glorifié, qu'il soit tombé pendant la lutte contre le Shah, sur le front irakien ou sous les balles de l'opposition intérieure. Une fondation des martyrs verse une pension à leurs familles. Le nombre des familles de martyrs est évalué à 160 000. L'État accorde également un soutien financier aux invalides de guerre. Au nord de Téhéran, un hôpital a été installé dans l'ancienne résidence du patron de Pepsi Cola en Iran, aujourd'hui exilé aux États-Unis.
Au nom de Dieu le miséricordieux, je m'appelle Nihimat Pilpa. J'ai été envoyé au front en 1983 par les gardiens de la révolution d'Andimeshk. Après avoir servi l'islam pendant 2 mois, j'ai été blessé par les mercenaires irakiens. Je crois en la victoire de l'islam et en la réapparition de l'imam caché le plus rapidement possible. Qu'espérez-vous pour votre avenir et celui de l'Iran? Ma seule joie, c'est de guérir et de repartir pour le front. La famille Jarodnia a perdu 3 fils à la guerre. Et pourtant, elle n'en tient pas rigueur au gouvernement. Oui, c'est la guerre, le massacre. On s'entretue. Mais nous encourageons toujours nos enfants à partir pour le front. Ils doivent se battre pour manger le sang de nos martyrs, être victorieux et anéantir Saddam et l'Amérique. Nos enfants ont pris la voie de l'imam Hussein pour faire revivre l'islam, notre religion. Ils prennent cette voie pour être fidèles à l'imam Hussein. Et si la guerre continue, les petits iront aussi à la guerre? Oui, si elle continue, c'est leur devoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les jeunes Français ont-ils attendu que les Allemands viennent détruire leurs maisons? Non, ils n'ont pas attendu. Les jeunes sont allés au front, ils ont aidé, la guerre est devenue internationale et a pris fin. Chaque vendredi matin, quand les femmes se rendent à la prière dans la cour de l'université de Téhéran, la télévision iranienne réalise des interviews qu'elle diffusera le soir même. Même si un jour il ne reste qu'1 ou 2 Iraniens, nous serons vainqueurs. Le Coran sera vainqueur sur la terre. Les Américains, Saddam et les hypocrites ne peuvent rien contre l'islam. Nous jurons sur le sang de nos martyrs, sur le sang d'Hossein, notre martyr de Karbala, que nous serons victorieux, que le Coran et l'islam vaincront. Nous nous battrons, l'islam vaincra. La prière du vendredi, c'est la grand-messe du régime islamique, le rendez-vous hebdomadaire des partisans de la révolution. Sur fond de religion, un représentant du pouvoir vient y développer les grands thèmes de l'actualité. La guerre contre Saddam Hussein, le pétrole, les agissements des grandes puissances, le sort des déshérités à travers le monde et l'exportation de la révolution islamique. Dans l'idéologie de Khomeini, pour que la résurrection ait lieu et que l'imam caché revienne sur terre, il faut d'abord qu'intervienne la révolution mondiale et que tout le monde partage la même foi. Cette semaine, c'est l'ayatollah Kashani, porte-parole de l'Assemblée des experts, qui dirige la prière. L'assistance, hommes et femmes séparément, ressort galvanisée contre les ennemis de la révolution décrits comme autant de Satan. Au premier rang des accusés, l'Amérique, Saddam Hussein, Israël et quelquefois l'Union soviétique et la France qui livrent des armes à l'Irak. Rafik Douce, le ministre des gardiens de la révolution, justifie cette hostilité. Si les grandes puissances sont inquiètes au sujet de la révolution islamique, ça les regarde. Si elles croient en la liberté des hommes, elles doivent aussi respecter leur liberté de choix.
Nous sommes amis avec tous les pays qui ne sont pas des ennemis de la révolution islamique et qui la considèrent comme une révolution idéologique de notre peuple. Nous sommes amis avec l'URSS, même si nous avons des divergences sur l'Afghanistan. Nous considérons les États-Unis comme un système d'oppression et nous ne pensons pas pouvoir établir des liens d'amitié avec eux tant qu'ils poursuivront cette politique. L'ancienne ambassade américaine en Iran est appelée le nid d'espions. Depuis la prise d'otage de novembre 1979, aucun journaliste n'avait pu entrer dans cette enceinte. À l'époque, pour protester contre une rencontre entre Mehdi Bazargan, alors Premier ministre, et un conseiller de Jimmy Carter, un groupe d'étudiants décide de prendre d'assaut l'ambassade. En retenant 52 otages pendant plus d'1 an, ce groupe dit dans la ligne de l'imam déclenchera une crise où se briseront plusieurs responsables politiques, notamment le président Bani Sadr. À l'intérieur de l'ancienne ambassade, devenue une école pour gardiens de la Révolution, les étudiants dans la ligne de l'imam ont établi des dossiers sur chacun des 52 otages. Thomas Sheffer, David Milton, Thomas Ahern, Dave Scott. Au mur, ils ont laissé les fresques et les dessins réalisés par certains des otages pendant leur détention. Ils ont aussi affiché les portraits des preneurs d'otages devenus des martyrs ou des gloires nationales. Et on trouve cette phrase, « Celui qui obéit à Khomeini obéit à Dieu ». Patiemment, depuis 5 ans, ils ont reconstitué les dossiers, télégrammes et téléx confidentiels passés au broyeur par les Américains avant leur départ. À l'occasion, ils les utilisent contre des responsables iraniens en les accusant de compromission avec les États-Unis. Dans une dépêche top secret dont on nous dit qu'elle vient d'être mise à jour, Washington demande à son ambassade si l'ayatollah Shariat Madari, rival de Khomeini, dispose de supporters armés. Au 2e paragraphe, le signataire dit « Nous avons exprimé le but de notre action politique, qui est de promouvoir un gouvernement favorable aux intérêts américains. » Pas moins de 56 volumes regroupant ce genre de dépêches ont déjà été publiés. Ils touchent à tous les domaines. Téhéran servait de poste d'observation pour toute cette partie du monde. Dans cette école, l'emploi du temps des élèves est fait d'obus qui bombardent le drapeau américain. Au-dessus du tableau, les portraits de Khomeini et de son successeur désigné, l'ayatollah Montazeri. Iranian society about your country? We learned Saddam, he's a bad man, he bombs all of our cities, and he bombs all of our cities, and he kills all the Iranian peoples. You talk a lot about the war? Not very. I don't know very much about What do you learn about the Shah? He was a bad man and he killed all the people and he didn't like the Iranians very much. And Imam Khomeini? Imam Khomeini, he's a very nice man. He doesn't kill Iranian peoples. And yourself, you think in the future, if there still is a war, you will go and fight? Yes. You want to? Yes. Really? Really, I don't know very much, but I want to go.
Téhéran contre Gilan. Sur les terrains de sport comme ailleurs, la publicité est interdite par la loi islamique. Autour du terrain, sur les panneaux, la publicité a donc été remplacée par la propagande révolutionnaire. De droite à gauche, on lit ceci. Nous ne faisons la guerre à personne, mais si quelqu'un nous agresse, on lui rend le coup. Le sport n'est pas séparé de la doctrine religieuse. Dieu est grand. Nous sommes des hommes de guerre, vous ne pourrez pas nous faire peur au combat. L'islam n'est pas distinct du sport. Dans notre société, le sportif n'est pas distinct du soldat. Les USA ne peuvent rien faire. La présence de groupes sportifs musulmans sur les terrains internationaux est un bon moyen pour exporter la révolution islamique. Dans les campagnes iraniennes, depuis 7 ans, on attend en vain la réforme agraire promise par la Révolution. Si elle n'a pas encore eu lieu, c'est que le clergé ne parvient pas à se mettre d'accord sur la notion de propriété privée. L'imam Khomeini n'a jamais voulu trancher cette pomme de discorde. Là où les paysans se sont emparés des terres, on laisse simplement les choses en l'état. La production s'en ressent. L'Iran importe aujourd'hui 3 millions de tonnes de blé, 4 fois plus qu'au temps du Shah. Au tchador noir des femmes de la capitale, les paysannes préfèrent leurs habits traditionnels. Tous les matins, les femmes du village de Solomon vont au cours d'alphabétisation. C'est une des grandes entreprises de ce que les autorités appellent la croisade de la reconstruction. Le professeur demande de prier pour la santé de l'imam Khomeini. Les élèves répondent « Salut à la famille du prophète ». Autre consolation pour les paysans, avec la Révolution, c'est un peu leur culture, celle de l'islam qui a été reconnue. Dans ce sens, ils ne sont plus comme au temps du Shah, en marge de la société. À la campagne, on gagne en moyenne moitié moins qu'à la ville. Alors l'exode rural est continuel. D'après le maire de Téhéran, il représente un danger plus grand que Saddam Hussein lui-même. En 1979, Téhéran comptait 5 700 000 habitants. Aujourd'hui, 10 millions d'êtres humains y vivent plus ou moins bien. Avec plus de 3 millions de chômeurs dans le pays, 2 millions de personnes déplacées par la guerre, la capitale n'a pas grand-chose à offrir. Quelques HLM ont bien été construits dans la banlieue sud, mais cela ne suffit pas. La plupart des nouveaux venus sont allés grossir la masse des déshérités, à la recherche d'un logement. Le régime court là un grand risque.
celui d'être désavoué par ces déshérités au nom de qui la révolution a été faite. Pour diminuer les inégalités, les fondations de la révolution distribuent dans les mosquées des coupons à tous les Iraniens. Aux pauvres, cela permet d'acheter des produits comme le blé, l'huile, la viande, 7 fois moins cher qu'au prix habituel. Le prix habituel, c'est celui du marché noir, qui occupe une place considérable dans l'économie iranienne. Un des habitants de ce bidonville témoigne de ces difficultés. Nous sommes venus de la campagne pour trouver du travail. Pour le moment, il n'y a pas de travail ouvrier. J'ai essayé différents endroits pour travailler comme coiffeur, ça n'a pas marché. On m'a dit qu'on n'avait pas besoin de moi. Depuis que je suis ici, je suis sans travail et nous voulons retourner à la campagne. Voilà, c'est ça notre vie. On appelle ça un bidonville. Nous ne vivons pas bien. À la campagne, nous n'avons pas de chemin, pas d'électricité, pas de travail. Tout le monde est au chômage et tous les gens de la campagne viennent ici pour travailler. S'il y a du travail, ils travaillent. Sinon, ils y retournent. Pour nous, la révolution, c'est bien si elle est victorieuse. Si Dieu le veut, elle sera victorieuse et Saddam sera anéanti. Et si la révolution l'emporte, elle s'occupera bien de nos villages et de nos campagnes. Ça, ce serait la révolution. La guerre coûte cher, 1 milliard de dollars par mois, près de 2 tiers des revenus de l'Iran, des revenus qui proviennent à 90% du pétrole. Ceux qui veulent y mettre un terme ne le crient pas sur les toits. C'est pourtant la position de l'ancien Premier ministre de Khomeini, Mehdi Bazargan. Nous sommes devenus partisans ardents de terminer la guerre, évidemment d'une façon honorable et équitable. Notre pays, n'est-ce pas, cet état de guerre nous empêche, n'est-ce pas, de faire ce que le peuple, ceux qui ont fait la révolution, voulaient au début et attendaient de ce régime. Mehdi Bazargan représente les marchands du bazar, proches du clergé. Pour l'instant, leurs affaires marchent bien. Ils ont l'oreille des dirigeants de la République islamique qui ont besoin de leur soutien. Les bazaris sont moins à plaindre que les 1 300 000 fonctionnaires. Leur nombre a doublé depuis 7 ans, mais leur pouvoir d'achat a dégringolé. Le parti de Mehdi Bazargan, le mouvement de liberté de l'Iran, est le dernier parti d'opposition toléré par la révolution islamique. Au fil des années, tous les autres partis qui avaient combattu le Shah ont été déclarés hors la loi. Les prisons abriteraient au bas mot plus de 40 000 prisonniers politiques et la position de Mehdi Bazargan semble de plus en plus précaire. Étant donné la domination qu'ils se sont donnés dans toutes les conditions et la mainmise qu'ils ont et aussi l'exclusion qu'ils se sont donnés pour la presse, pour les réunions et pour toutes les activités, n'est-ce pas, sociales. En pratique, aucune opposition ne peut vivre et même avoir d'activité en Iran. Si notre parti, le mouvement de liberté de l'Iran, MLI, existe toujours, nous nous traînons en quelque sorte. Et le gouvernement nous tolère malgré lui. Notre loi constitutionnelle et les lois qui gouvernent, n'est-ce pas, l'État, la société, l'économie ou
l'organisation du pays s'inspire des principes suprêmes et des buts, n'est-ce pas, de l'islam. Nous sommes partisans de ça et nous considérons que ceci, pour l'Iran, est le seul moyen, un moyen efficace et utile. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est l'intervention de l'État dans les questions de foi ou questions de conscience des gens. Tout le clergé et les mollahs, les grands mollahs, ne sont pas totalement d'accord avec ce qui se passe et avec ce qui se dit officiellement, n'est-ce pas? En effet, tous les musulmans iraniens ne reconnaissent pas l'ayatollah Khomeini comme chef spirituel. Si les noms de Shariat Madari, Golpegani ou Khomi ne vous disent rien, ils sont pourtant marja, source d'imitation, au même titre que Khomeini. S'ils avaient droit à la parole, ils diraient qu'un religieux n'a pas à se mêler de politique. Le fait que Khomeini ait de son vivant désigné son successeur leur paraît également contestable. Le dauphin, l'ayatollah Hossein Ali Montazeri, 67 ans, essaie de son côté d'améliorer son image de leader religieux en ne quittant plus la ville sainte de Qom ou en donnant tous les mercredis un cours de religion à la télévision. Cette semaine, il traite de la corruption. از خیانت به اموال شخصی هم مهمتره. دو تا آدم اینجا ایستادن، دو تا یه دقیقه کار داره، این دو تا یه دقیقه رو برای رضای خدا به اینا بره، آزادش کن، برسه به کار زندگیش. این دکونش رو بسته اومده، آبش رو رها کرده اومده، زندگیش رو رها کرده اومده، حساب این رو بکن که اگه خودت بودی و این گرفتاری رو داشتی و با اینجور معامله میکردن چطور کفتت در میومد؟ پس حضرت از این که تعارفی براش بیارن بعدش نمیده، اما یه اشعار به عنوان رشوه بوده، میخواسته به قول ما دمجا حق و حساب. لذا حضرت عصبانی شده، حلواشون هستا وقت داستان مفصلی. C'est Khomeini qui a fait désigner Montazeri par une assemblée d'experts. Mais le guide de la révolution ne s'est jamais prononcé directement. La question du successeur provoque des querelles jusqu'au sein du pouvoir. Pour le régime, cela augure mal de ce qui pourrait se passer lors de la disparition de Khomeini. À 85 ans, Khomeini se veut de plus en plus prophétique. En octobre dernier, il a émis le souhait qu'on enlève son portrait des mosquées et que les journaux ne parlent plus de lui en première page, à moins, a-t-il dit, que ce ne soit absolument nécessaire. Face aux difficultés, l'attention des Iraniens est sans cesse portée vers la guerre. Du départ au front des volontaires, on fait chaque fois un événement. Et de chaque coin d'Iran, les départs ont lieu pratiquement tous les jours. C'est l'occasion d'un rituel où toutes les ressources de la religion sont utilisées. Sur les foulards distribués à ces bassidjis, on lit « Je suis amoureux de Karbala ». Ceux qui prennent le chemin de Jérusalem, Dieu est grand. Pendant les 2 heures qui suivront, on rappellera à ces volontaires que c'est pour venger l'imam Hossein, pour reprendre aux Irakiens la ville sainte de Karbala, qu'aujourd'hui, ils partent au front.
با شماست و شما را انشاءالله حفظ می‌کند، صبر اشرار و مملکت شما را نجات می‌دهد و مهم این است که از شما راضی باشد. من باید عرض کنم که مقصد اصلی انبیا تا حالا کم حاصل شده است، خیلی کم. اگر فردا آخوندهای درباری نگم که فلانی گفت پیغمبر خواهید. L'ambition déclarée du pouvoir de Khomeini, c'est d'établir la société idéale dont parlent les textes sacrés. Tous les Iraniens n'y croient pas. Mais combien de temps la force mobilisatrice de la religion fera-t-elle accepter aux autres que l'Iran de tous les jours n'y ressemble décidément pas ?